merci de votre venue. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais pousser ça parce que c'est peut-être dans le champ de la caméra. Hop. Je vais vous parler de la mesure en ligne de l'H2S. Alors, on connaît bien la mesure en ligne de l'H2S en phase gazeuse. Aujourd'hui, je vais vous parler surtout de la mesure en ligne de l'H2S en phase liquide pour mieux contrôler ces problématiques H2S, mieux comprendre ce qui se passe sur nos réseaux avec l'H2S. Donc, on va d'abord faire une petite intro sur la problématique H2S. J'imagine que vous êtes déjà très familier avec cette problématique-là si vous êtes là aujourd'hui. On va voir rapidement d'où provient l'H2S. Ensuite, je vais vous parler de la technologie que propose HACK pour cette mesure de l'H2S en phase liquide. Quelques cas d'application et enfin quelques possibilités d'application et enfin quelques cas d'études. Alors l'H2S, il se forme en conditions anaérobiques, donc principalement sur les lignes pressurisées, donc sur les refoulements, sur les conduites de refoulement. Donc conditions anaérobie, un bon combo parce qu'on a aussi beaucoup de matière organique, pas d'oxygène, pas d'oxydants, sauf des sulfates qui sont présents dans les eaux usées. Et donc on va avoir des bactéries qui vont réduire ces sulfates pour consommer la matière organique qui est présente et à cette occasion elles vont donc réduire les sulfates en H2S et c'est là que commencent nos ennuis puisque l'H2S au fur et à mesure du flot en aval va potentiellement se stripper des eaux usées à l'occasion du refoulement ou du réseau gravitaire en aval et donc à partir de là, occasionner les problématiques odeurs que l'on connaît et également occasionner des problèmes de corrosion puisque l'H2S va être transformé en acide sulfurique et va corroder tous les ouvrages, les bétons et les équipements électromécaniques. Donc les risques H2S, ils sont listés, les trois principaux sont listés ici. La première, c'est la sécurité des exploitants. L'H2S, c'est un gaz létal, donc forcément, on est très précautionneux avec cet H2S. Le deuxième point, c'est les nuisances olfactives. L'H2S, ça pue, désolé. Donc, du coup, on va avoir des gestions potentielles de plein de riverains et on n'aime pas ça en général. Et le troisième point, qui n'est pas le moindre en termes de coût, donc là c'est plutôt en termes d'image, et là en termes de coût, c'est la corrosion du patrimoine, parce que comme je le disais, l'acide sulfurique qui va se former en aval de la production, va lui corroder tous les ouvrages et aussi les équipements électromécaniques. Et là on ne parle pas seulement du réseau, mais on parle du réseau, mais aussi de la station. Et donc en parlant de la station, je ne l'ai pas listé ici, mais bon, la cerise sur le gâteau, c'est que cet H2S, il va aussi potentiellement perturber notre station d'épuration, puisque par exemple, il va encourager le développement des bactéries filamenteuses sur les bassins biologiques. Donc ça nous donne un petit peu une image de l'H2S, pourquoi on cherche à travailler sur cette problématique et à améliorer. Donc justement, quand on cherche à travailler sur problématique, on a toute une série de solutions sur lesquelles on travaille. Donc la première, bien sûr, c'est qu'on va diagnostiquer, identifier les zones à risque, mapper son réseau, trouver les points noirs, pour essayer dans un deuxième temps, potentiellement, de mettre en place des traitements aux endroits qui vont être pertinents. Donc les traitements potentiels, on va avoir celui qui laisse se produire l'H2S, qui laisse se dégazer l'H2S, et puis on va essayer de capter cet H2S en phase gazeuse. On va orienter cet air vers un traitement, vers un charbon actif ou vers des tours de lavage. Donc ça, c'est la première chose, la première possibilité. On laisse tout se faire et on traite la conséquence. Après, on a des injections de réactifs. Donc ça peut être là des injections de réactifs en traitement curatif ou en traitement préventif. Donc sur la partie on est un petit peu dans la même option que tout à l'heure, on laisse faire, on laisse se produire l'H2S. Par contre, avant qu'il ne se strippe, on va le précipiter, en général par des sels de fer, sel ferreux, sel ferrique, pour abattre cet H2S qu'on a laissé former, mais avant qu'il n'ait ses conséquences sur notre réseau. Et dernière solution, c'est l'injection de traitement en pré. Là, on veut éviter les conditions anaérobies sur nos refoulements. On va injecter en général, en tout cas en France, c'est je dirais la majorité des traitements préventifs, on va injecter des nitrates de calcium. Et donc ces sels de nitrate vont faire qu'on n'aura pas de conditions anaérobies
refoulement. J'ai l'impression que le son saute un peu. Désolé. On va pas avoir de conditions anaérobies dans notre refoulement. On n'aura donc pas cette réaction de réduction des sulfates. Donc pour tous ces points, en fait, qu'on parle de diagnostic ou qu'on parle d'optimiser, enfin de mettre en place des traitements et d'optimiser ces traitements, c'est bien d'avoir un capteur pour savoir où on en est, ce qu'il en est, et c'est bien d'avoir un capteur qui est représentatif de l'ampleur de la problématique. Et donc je vais vous présenter une des possibilités qui s'offre à vous en termes de mesure de l'H2S. Si la souris est d'accord. Donc ça c'est un capteur qui a été lancé tout récemment par ACC. Donc on a lancé le capteur au mois d'août de cette année. Donc c'est un capteur électrochimique qui va mesurer l'H2S en phase liquide ou en phase gazeuse. C'est-à-dire que c'est le même capteur. Donc je l'ai ramené avec moi. Il est là. Bon, je suis pas sûre que vous le voyez beaucoup mieux là que sur la diapo. Donc ce capteur, il est capable de mesurer suivant là où on va le mettre. Donc si on l'immerge dans un refoulement, il va mesurer en phase liquide. Si on le laisse au-dessus du fil de l'eau, il va mesurer en phase gazeuse. Il existe en deux versions, une version standard et une version à pour les espaces à risque. Et donc après, on a bien sûr toute une batterie d'accessoires de montage qui vont permettre une installation facile. Notamment, je pense je parlais tout à l'heure de diagnostic. C'est vrai que quand on fait du diagnostic, on va déplacer nos capteurs en différents points. Donc on a toute une batterie d'accessoires qui permet aussi de déplacer facilement le capteur sur des zones déportées. Et donc après, en option de connectivité, on a plusieurs possibilités. La première, c'est le transmetteur de terrain. Ça permet de travailler justement sur tous ces points du réseau où il n'y a pas la puissance. Et donc on va avoir, donc c'est une petite valise, ça paraît plus petit en vrai que sur la photo. La petite mallette qui fonctionne sur batterie et qui va permettre de faire tourner le capteur, mais également d'avoir une connexion 4G pour pouvoir récupérer nos données à distance et avoir un accès aux données sur le point de mesure. Donc ça c'est la première option. La deuxième option de connectivité, c'est pour ceux qui connaissent déjà ACC, c'est la connectivité classique ACC, c'est-à-dire que c'est le transmetteur ST. On va brancher le capteur sur un SC4500, un SC1000, un SC200. Donc là l'idée c'est plus pour travailler sur des postes, sur des endroits fixes. Ça peut être où il y a la puissance. Donc ça peut être un poste de refoulement, ça peut être l'entrée station. Voilà. Et une dernière option de connectivité qui est intéressante, qui est pas très familière du portefeuille ACC, mais qui je pense dans un réseau fait sens aussi, c'est une boucle de courant, c'est-à-dire qui peut être alimentée sans aucune interface, donc par exemple par un Sofrel, une boucle de courant 420 qui va alimenter le capteur et qui va permettre de récupérer les infos du capteur de mesure et puis d'alimenter le capteur. Alors on perd quelques fonctionnalités quand même, mais on a un équipement à moindre coût qui se font dans l'installation. Donc je vous le disais, c'est une technologie de microélectrochimie. Donc c'est une petite fenêtre qui va permettre la mesure de la pression partielle en H2S. Et à partir de là, on va avoir des calculs, donc deux calculs différents si on est en phase liquide ou si on est en phase gazeuse, pour permettre de restituer la mesure de concentration. C'est une microélectrochimie, donc c'est une toute petite fenêtre, ce qui permet d'avoir une consommation négligeable de l'électrolyte et d'avoir une durée dans le temps du capteur qui est raisonnable, même à concentration. Là, c'est un petit récapitulatif des différentes caractéristiques, spécifications, on va dire, du capteur. On va revenir dans le détail sur tout ce qui est calibration. Sur les gammes de mesure, on est sur du 0 à 5 mg par litre en phase liquide et du 0 à 1000 ppm en phase gazeuse. Donc c'est vrai que j'ai pas insisté sur un point, c'est une mesure d'H2S, ce n'est pas une mesure de sulfure totaux. Donc attention sur des sites qui ont une variation potentielle de pH. Donc vous savez c'est un acide faible, pKa à 7.
entre l'H2S et l'HS-. Donc si vous avez un risque de variation de pH, il vaut mieux pairer ce capteur avec un capteur de pH pour faire un calcul de sulfure totaux, parce qu'une variation de pH peut masquer une modification de la concentration en H2S. Donc c'est un petit point de vigilance à avoir. Mais en eau usée urbaine, on va dire, en général, on est à l'abri de problématiques. Bon voilà, après je vais pas rentrer plus dans le détail puisqu'on va en parler après sur la partie calibration notamment. Donc le capteur, j'en ai parlé déjà, mesure phase liquide ou phase gazeuse, c'est le même, hein, c'est pas une option, c'est le même capteur. Une membrane qui est robuste, anti-salissure. Alors il n'y a pas de nettoyage automatique, donc il faut, en termes de maintenance, il y a deux choses à faire pour la maintenance, il y a de la calibration et du nettoyage. Le nettoyage, ça va vraiment être l'expérience qui vous dira comment ça se passe. Globalement, on partirait sur une préconisation mensuelle, la même que pour la calibration. Essaye aussi de trouver une position qui va être avec un autocurage entre guillemets, donc une position aussi du capteur s'il est en phase liquide, où il y a quand même suffisamment de mouvement pour faire un peu de circulation sur la fenêtre. Donc acier inoxydable qui est résistant à la corrosion. C'est vrai qu'un des avantages de ce capteur par rapport à ce qui peut exister sur le marché aujourd'hui, c'est qu'elle va être capable de rester dans un environnement vicié pendant de nombreux mois. On n'a pas besoin de la faire tourner, de la laisser respirer, entre guillemets, de la laisser sécher en dehors. Elle peut rester in situ pendant toute sa durée de vie. Un point vigilant, par contre, il faut que je fasse attention parce que j'ai failli la tenir comme ça. On essaye de ne pas la tenir verticale, fenêtre vers le haut, parce que c'est de l'électrochimie et donc on ne veut pas faire rentrer des bulles d'air sous la membrane. Donc voilà. Oups. Donc là, je vais vous passer une petite vidéo sur la partie... Pardon. Sur la partie maintenance calibration. Hop. Est-ce que... Non. La touche magique marche pas. C'est gentil. De toute façon, le son c'est de la musique, donc je peux vous faire un peu le fond sonore aussi en plus de la vidéo. Donc là on va retrouver en situation le capteur avec son transmetteur de terrain, donc dans l'option plutôt mobile. Alors là c'est sur une station d'épuration, mais c'était le choix d'avoir un capteur mobile. Donc après on voit qu'en fait on a des accessoires aussi sur la partie pour prolonger le capteur, en fait, pour protéger les câbles quand il est en immersion. Donc on a des accessoires de protection de tout ce qui est connectique. Donc là c'est la partie nettoyage, hein, c'est vraiment juste un simple coup de chiffon. Et donc sur la calibration, ça se fait sans interface utilisateur, c'est vraiment juste directement en positionnant le CAPS là que vous voyez sur la tête du capteur, qu'on va dire à la sonde je rentre en calibration. Donc on n'a rien à faire, on a juste à positionner le petit CAPS noir dans la position qui va bien aligner avec les diodes. Et là on va rentrer en calibration. Donc la calibration on la conseille de manière mensuelle. Je dirais surtout si on est sur du cadre de diagnostic, on va la déplacer dans des conditions différentes, des altitudes différentes aussi. Bon ça c'est plus rare, c'est possible. Donc voilà, si elle est mobile, une calibration mensuelle. Si elle est sur un poste fixe, c'est aussi l'histoire qui va vous le dire, comment elle va dériver dans le temps. Et puis peut-être que vous pourrez, ça dépend encore du niveau de précision que vous voulez atteindre. Mais on peut très bien la laisser 2-3 mois si un petit peu de dérive de la mesure ne vous dérange pas. Ça va dépendre en fait de la précision, la recherche de précision que vous voulez. Donc en gros une calibration entre une fois tous les mois et une fois tous les 6 mois. À faire en extérieur puisqu'elle se fait avec une bouteille de gaz à 1000 ppm. Donc on ne fait pas cette calibration dans les bureaux, on la fait en extérieur, probablement là où on va installer le capteur.
Donc ça, c'était sur la partie entretien, donc nettoyage, calibration. Je voulais revenir un petit peu sur l'option de connectivité, la première, celle du petit transmetteur de terrain, parce que c'est vrai que celle qui est transmetteur SC, si vous connaissez les capteurs HAC, il n'y a pas de différence avec ce que vous connaissez de HAC. Ça, c'est vraiment nouveau, donc je voulais rentrer un petit peu plus dans le détail de ce produit-là. Donc c'est alimenté par batterie, c'est pas des batteries rechargeables, batteries jetables, qui ont une autonomie de 3 mois. On peut aussi, si c'est un endroit où il y a de la puissance, alimenter cette mallette par du 24 volts. On peut aussi, suivant le cas, si par exemple il y a un Sofrel en place, on peut récupérer les signaux 420 du capteur depuis cette mallette. Et cette mallette, elle est connectée 4G. Quand vous l'achetez, vous avez 2 ans inclus d'accès à la plateforme de data. Et donc là, vous pouvez récupérer et regarder vos données en temps réel. Alors en temps réel, non, pour sauvegarder la batterie, c'est seulement toutes les 6 heures. C'est-à-dire qu'il y a des paquets de données qui sont communiqués à l'interface web toutes les 6 heures. Après, on a aussi des possibilités de récupération de données en RS-232. Et dernier point qui peut être intéressant pour des endroits où il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'équipement autre, mais qu'on veut utiliser la mesure pour faire de la régulation, de dosage de réactifs. On peut également, via l'interface web, faire de la communication, c'est de la donnée ouverte, donc on peut, avec une API, faire une récupération des données en direct. Je l'ai mis là. Donc sur les applications, on va avoir 2 grandes familles d'applications sur les eaux usées municipales qui vont être réseau et station. Avant, je voulais revenir un petit peu sur le bénéfice de la mesure en phase liquide, à contrario de ce qui est vraiment vu, on va dire aujourd'hui sur le terrain, qui est mesure en phase gazeuse. Donc la mesure en phase gazeuse, c'est la technologie de référence depuis des années. Pourquoi ? Parce que finalement, l'H2S, le problème, c'est quand il arrive en phase gazeuse. C'est quand il va poser les problématiques d'odeur, c'est quand il va être transformé en acide sulfurique. Donc c'est vrai que c'était la solution la plus directe avec la problématique. Mais justement, le problème, c'est que c'est pas forcément évident. Déjà évident de trouver un endroit représentatif. L'H2S, c'est un gaz lourd, donc on va être tenté de mettre notre capteur gaz le plus bas possible, mais s'il prend l'eau, c'est pas foufou. Donc on va le positionner plus élevé. Et là, on n'est pas forcément sûr non plus d'avoir une bonne représentativité, suivant aussi la ventilation qu'il peut y avoir dans le regard où on va l'installer. Donc ça, c'est déjà une première raison. Et la deuxième raison, c'est que finalement, le capteur, il verra que ce qu'il s'est strippé, mais qui va continuer son petit bonhomme de chemin en phase liquide, en aval, dans notre réseau gravitaire, on ne l'aura pas vu par la sonde. Donc pour peu qu'on ait, parce que c'est en général c'est ce qu'on fait, pour peu qu'on ait accompagné la chute d'eau parce que ça limite un petit peu le dégazage, la sonde finalement elle va voir qu'une partie de l'histoire, la sonde en phase gazeuse, alors que la sonde en phase liquide elle peut avoir une idée plus complète. Alors bien sûr la sonde en phase liquide, si ici on a une grosse cascade avec beaucoup de stripping, elle aussi elle va rater une partie de l'histoire. Donc il faut essayer de se mettre le plus en amont possible avant toute turbulence pour vraiment que la sonde liquide nous donne une idée de l'ampleur de la problématique sulfure. Donc en termes d'application sur les eaux usées municipales, on a donc 2 grosses familles, la partie réseau et la partie station. Sur la partie réseau, on va être, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, diagnostic, cartographier, je veux comprendre où sont mes problèmes, j'ai une batterie de capteurs que je vais déplacer en différents endroits et je vais mapper mon réseau pour comprendre mes points sensibles. Je vais potentiellement aussi utiliser ce capteur en termes d'indicateurs, même de données en temps réel pour faire un traitement, pour optimiser mon dosage de traitement, que ce soit du préventif ou du curatif.
Donc ça c'est une autre possibilité de l'usage. Après j'ai mis sur le suivi contractuel parce que y a quand même assez régulièrement des obligations à tenir, que ce soit un réseau pour station ou voilà, d'avoir des concentrations d'H2S à respecter. Ça permet aussi d'être un indicateur qui historise, qui permet de montrer patte blanche, on va dire. Et le dernier point c'est la partie garantie aussi, parce que les ouvrages en général ils sont garantis, mais jusqu'à une certaine teneur en H2S. Ça permet aussi pour tout le monde de se protéger et de dire est-ce que j'étais dans les conditions normales de fonctionnement des ouvrages pour lesquels ma garantie doit courir. Donc ça c'est sur la partie réseau. Sur la partie station, on a l'application principale qu'on va voir, c'est tout ce qui est entrée step, bien sûr. On a quand même assez régulièrement des steps qui ont des traitements des traitements en sulfure en entrée station. C'est le point le plus sensible. Les pré-traitements en général, c'est les premiers qui trinquent à la corrosion. Donc, plus de son du tout. C'est bon. Ensuite, on a la partie bassin d'orage qui peut être aussi une application intéressante, de se dire que ça nous aide aussi à déterminer si on commence à partir en anaérobiose sur notre bassin de dérivation. Traitement primaire. Et alors déodorisation, là c'est un point qui est aussi intéressant parce que j'ai beaucoup parlé de la phase liquide depuis le début, parce qu'on pense que c'est un des gros facteurs différenciants du capteur. Mais sur la partie désodorisation, là on est sur de la phase gaz, mais c'est vrai que souvent c'est quand même des mesures qui peuvent être difficiles à faire avec les capteurs usuels. Parce que ça va être très humide, parce qu'on va avoir voilà, dans la durée une difficulté à avoir un capteur en bonne santé. Donc c'est vrai que là c'est un capteur qui est très robuste et qui sur la phase gazeuse, par exemple pour vérifier les performances de son traitement, de son lavage de gaz, ça peut être une solution assez intéressante. Donc maintenant je vais vous parler de quelques études de cas sur lesquelles on a installé ces capteurs. Donc les deux premiers sites, c'est des sites sur lesquels on a fait des essais en parallèle avec deux capteurs. Donc ce même capteur-là, mais un qui est immergé en phase liquide et un qui est juste au-dessus. L'idée, c'était vraiment de voir quelle histoire nous raconte chacun de ces capteurs. Et est-ce que on en apprend plus avec une de ces deux technologies. Enfin, c'est la même technologie, mais avec une de ces deux localisations. Le site A, donc c'est deux sites qui sont aux États-Unis. Le site A, c'est un ouvrage en entrée de step, un petit poste qui récupère une arrivée gravitaire qui coule en continu et un refoulement qui est cyclique, avec à peu près je crois que c'est toutes les heures à peu près, un fonctionnement cyclique du refoulement. Le deuxième cas, là on est sur la station en sortie de traitement primaire. Donc voilà, donc sur ce site-là, on a positionné aussi deux capteurs, un en phase liquide, un en phase gazeuse. Et donc là, c'était vraiment que nous racontent ces deux capteurs avec un positionnement finalement qui est similaire, mais une phase liquide, une phase gazeuse. Donc là, on a le site A. En bleu, vous allez retrouver le capteur phase liquide. Et en orange, vous allez retrouver le capteur en phase gazeuse. Donc ici, pour mémoire, je vous rappelle, on a le gravitaire qui coule en continu et on a le refoulement qui circule, qui alimente cet ouvrage, qui est très petit, donc un temps de séjour relativement court, qui alimente ce puits. Alors le capteur en phase gazeuse, il nous apprend quelque chose, c'est quand la pompe démarre. Bon, ça c'est bien. Donc on va retrouver en fait chaque pic correspond aux turbulences qui sont provoquées par le rythme de pompage. Et donc en fait, quand on va pomper, on va et donc ça nous fait ces petits pics. Lui, le capteur, par contre, en termes d'amplitude, on voit pas grande différence. On voit pas beaucoup de différence au fur et à mesure de la journée. Le capteur en phase liquide, lui, il nous raconte une histoire complètement différente. Déjà, on voit qu'on n'a pas la même amplitude au fil de la journée. Et puis alors là, c'est surprenant. Mais du coup, ça nous permet d'identifier la source de l'H2S. Est-ce que l'H2S vient du gravitaire ou est-ce qu'il vient du pompage? Finalement, la phase gazeuse, elle n'est pas capable de nous le dire. Elle peut juste nous dire que quand on démarre la pompe, on se tripe. Mais le capteur en phase liquide, lui, il nous apprend que finalement, l'H2S, il est dans la partie gravitaire. Quand la pompe est à l'arrêt, on a des concentrations en H2S qui sont très élevées.
Le regard n'est alimenté que par le gravitaire. La pompe démarre, je suis alimenté avec un mix et là, ma concentration en H2S diminue. Donc un seul capteur me permet finalement de différencier mes concentrations en H2S sur chacun de mes intrants. Et donc ça permet une identification de l'origine. Et là, excusez-moi. De l'autre côté, la donnée en phase gazeuse, finalement, on se rend compte qu'elle est juste fortement influencée par d'autres facteurs, les facteurs extérieurs, les turbulences, les rythmes de pompage, et que finalement l'histoire racontée, elle est un petit peu plus limitée. Le deuxième exemple, je vais passer vite sur celui-là parce que finalement il se passe pas grand-chose sur la phase gazeuse. Donc la même chose, on va retrouver la phase liquide, la mesure en phase liquide sur le bleu et le orange, la phase gazeuse. Alors là, on voit que finalement, la phase gazeuse, elle nous apprend vraiment rien du tout. C'est relativement flat, il se passe pas grand-chose. Et surtout après un épisode de vent. Donc là, c'est les données de station météo qui sont proches du site. Et on a eu une accélération des vents. Donc c'est un ouvrage qui est couvert, mais ouvert aux quatre vents. Et donc en fait, on se rend compte que dès que les vents ont accéléré, on a notre capteur en phase gazeuse qui n'a plus rien vu parce que on avait une dilution de notre H2S. Et pendant ce temps-là, c'est pas minime, hein, les concentrations de la phase liquide, on était à plus de 5. Mais forcément, il n'y a pas de turbulence, on est sur un écoulement complètement laminaire. La phase gazeuse, elle voit pas ce qui se passe. Par contre, la phase liquide, elle nous a raconté des histoires au fur et à mesure de la journée et elle nous en apprend beaucoup plus. Et c'est vrai que là, c'est un peu tiré à l'extrême. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait l'idée d'aller mettre un capteur en phase gazeuse au-dessus d'un écoulement laminaire comme celui-là. Mais c'est vraiment pour illustrer qu'un capteur en phase gazeuse, il peut vraiment sous-estimer l'étendue d'un problème H2S. Les deux derniers sites dont je voulais parler, c'est des sites où là, on a travaillé qu'avec des capteurs en phase liquide. Le site C, c'est une entrée de step. On est un peu dans une configuration proche de l'exemple A que je vous ai montré juste avant. Donc deux entrées sur la step, une alim gravitaire et un refoulement. Mais ici, on n'a pas joué avec un capteur phase liquide, un capteur phase gazeuse. On a mis les deux capteurs en phase liquide. Et l'idée, c'était de voir un peu si on pouvait identifier les sources en H2S. Le site D, là, c'est un site où on a un dosage, donc un traitement curatif de l'H2S au sulfate ferreux. Donc, on a un refoulement, un poste de relevage, le regard de refoulement. Et à ce niveau de regard-là, on a une cuve de sel ferreux avec un dosage. Et ici, on a mis un capteur juste en amont du dosage, donc sur le refoulement avant tout stripping. Et un deuxième capteur toujours en phase liquide, mais lui en aval 1 km plus loin sur le gravitaire, pour voir un petit peu les effets des différentes stratégies de dosage qui ont pu être testées et de voir comment un capteur H2S pouvait aider à faire ça. Le premier site, on va retrouver notre arrivée, donc là deux capteurs en phase liquide, on va retrouver notre arrivée gravitaire en vert, le refoulement. Donc on comprend finalement avec ces capteurs en phase liquide. Alors c'est vrai que c'est intéressant aussi de l'avoir fait au même. Parce qu'on peut aussi imaginer d'utiliser un seul capteur et de le déplacer d'un point à un autre, mais après on n'est jamais à l'abri que des conditions aient changé et que du coup on compare ce qui n'est pas comparable. Donc là ce qui était intéressant aussi c'était de le faire au même moment et donc on a pu déterminer, alors c'est assez surprenant mais on ne connaît pas le réseau sur lequel ça s'est passé, mais c'était surtout le gravitaire qui était chargé en H2S. On imagine bien sûr qu'en amont de ce gravitaire il y avait des potes et c'était ces refoulements là qui étaient à la base de la source en H2S. Voilà, donc finalement une meilleure compréhension de la problématique H2S pour aussi établir ses priorités et s'orienter aussi sur des traitements ou sur des recherches en amont sur le réseau pertinentes par rapport au risque. Le dernier site, donc là on est sur le site avec dosage de réactifs. Une sonde de phase liquide juste avant le dosage, une sonde phase liquide 1 km plus loin en aval sur le réseau gravitaire. Ici, on a eu trois stratégies de dosage.
La première, c'est pas vraiment une stratégie puisque c'est pas de dosage du tout. Donc on va retrouver en bleu, c'est notre capteur au poste de au refoulement, et en rouge c'est le capteur, donc toujours en phase liquide, en aval, 1 km en aval. Donc là on n'a mis aucun réactif, donc sans surprise on n'a pas traité l'H2S. On a quand même un petit écrêtement des pics, c'est juste qu'on a strippé, que ce soit sur le poste en lui-même ou sur le gravitaire. On a un petit peu strippé, donc on a les pics qui sont un petit peu avec moins d'amplitude. La deuxième courbe, c'est une stratégie de dosage continu, parce que finalement c'est souvent ce qui se passe sur les réseaux. On va doser en continu, après on va réadapter en fonction de la réalité du terrain, des températures, des pleins riverains, mais on est quand même souvent sur des dosages continus. Donc là, on voit qu'on a réussi, les petits pics, on arrive à les écrêter. Par contre, on n'a pas complètement écrété les pics principaux. Donc on reste toujours avec un risque H2S, que ce soit risque des plaintes riverains ou risque corrosion. Et sur le dernier point, la stratégie de dosage a été une boucle ouverte de régulation, c'est-à-dire qu'on a utilisé la concentration en H2S avant le dosage, et puis on a appliqué un dosage proportionnel, un dosage en sel ferreux proportionnel à la concentration en H2S dans la phase liquide. Et donc là, on a pu obtenir un écrêtement de ces pics. Et c'est vrai qu'en fait, l'H2S, c'est vraiment... c'est compliqué parce que c'est une variable qui est dynamique, qui va être influencée par beaucoup de choses, par les temps de séjour, par la température, par la teneur en DBO. Donc est-ce que le débit, le temps de séjour bien sûr, parce que c'est du coup lié au débit, donc si on a des temps de pluie, si on a des intrusions d'eau de nappe, voilà, il y a beaucoup de facteurs. C'est compliqué de tout prévoir, et donc c'est vrai que finalement travailler sur une régulation sur la base de vraiment la concentration d'H2S, ça peut permettre de sécuriser au niveau des concentrations, et puis aussi d'optimiser ses quantités de réactifs consommés. Donc là, sur ce site-là, c'est une consommation à peu près de 50% inférieure en termes de produits chimiques par rapport à la stratégie de dosage constant. Et donc là, on va retrouver, en fait, finalement, on a dosé vraiment au moment pertinent, on a pu écrêter les pics, et on a économisé le reste du temps. Donc en conclusion, en comparaison de mesures traditionnelles en phase gaz, on apprend finalement beaucoup plus de données avec la mesure en phase gazeuse, que ce soit pour mieux localiser ces points noirs, que ce soit pour historiser aussi, mieux surveiller en continu les concentrations, mais également quand on a un système de dosage, de mieux faire notre dosage de réactifs. Donc ça permet finalement de prendre vraiment des décisions fondées sur quelque chose de représentatif de la problématique H2S. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer sur le stand. On est dans le hall 5. J'ai, si vous souhaitez, des petites cartes pour que vous puissiez récupérer des gourdes sur le stand. Donc n'hésitez pas à passer me voir après, ou si vous voulez voir aussi le capteur de plus près. Le capteur, il est aussi sur le stand de toute façon, donc faut pas passer tout de suite sur le stand parce que là il est là, mais il va retourner sur le stand. Voilà. Et puis je pense qu'on a peut-être quelques minutes pour les questions, s'il y a des questions. Merci pour cette présentation. J'avais une question concernant l'incertitude du capteur. En phase liquide et en phase gazeuse, vous avez dit qu'en phase liquide, c'était entre 0 et 5 mg par litre, je crois. La gamme de mesure, 0 à 5. Ouais. Et en phase gazeuse jusqu'à 1000 ppm. Oui, c'est ça. Quelle est l'incertitude de mesure du Alors capteur? L'incertitude, je la connais pas par cœur, mais on devrait pouvoir la retrouver. La précision et l'incertitude, elle doit être dans la datasheet. Je pense qu'on devrait la voir ici, mais je suis pas sûre. Là, je la connais pas par cœur, donc si elle est pas là, je pourrais prendre vos coordonnées puis vous la communiquer. Okay. Je connais pas. Après, c'est vrai que sur de l'H2S, ça va dépendre le besoin. Je ne sais pas quel est votre besoin concrètement. C'est vrai que souvent on est sur un outil de tendance où on est aussi beaucoup en relatif par rapport aux événements du passé. Donc je suis pas sûre qu'un besoin de précision poussée soit un gros plus, sauf peut-être pour des applications plus exotiques. Mais je dirais qu'en assainissement, je pense que le niveau de précision est pas forcément un critère décisif pour faire son choix, mais vous me laisserez vos coordonnées, je vous donnerai la précision.
1000 ppm le max, ouais. Excusez-moi, mais ce micro-là marche bien mieux que l'autre. Mais non, 0 à 1000 en phase gazeuse et 0 à 5 mg par litre en phase liquide. 0 à 5 mg par litre en phase liquide. Du coup, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai juste une question. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est la teneur en DBO, pardon? La teneur en DBO. En DBO, oui, bien sûr. C'est la demande biochimique en oxygène, donc c'est la matière organique. Ah ok, c'est la matière organique. Ouais. Donc en fait, plus on va avoir un effluent qui est fermenté cible, qui a des matières organiques bien fraîches, plus ces bactéries, elles vont avoir envie de les manger. Et donc plus elles vont chercher un oxydant, et si c'est les sulfates, elles vont prendre les sulfates. Et donc c'est là où la réduction va se faire pour la production des sulfures. Ok, merci beaucoup. J'ai une deuxième question. Votre capteur, est-ce que vous avez une version qu'on peut utiliser à l'échelle labo, plutôt pour des expériences ou c'est plutôt en step? Alors, on n'a qu'une seule version, c'est celle-là. Après, ça dépend. C'est sûr que ça rentre pas dans un bécher de 250 ml. Par contre, après, nous, on l'a utilisé pour nos essais, on l'a en développement, on l'a utilisé. Des fois pour faire du travail aussi sur les corrections de pH et les comparatifs avec les mesures labo, parce qu'on a aussi des mesures labo qui sont disponibles pour la mesure H2S. Après, la mesure H2S labo en général, ça se passe en phase acide, donc c'est vraiment une mesure de sulfure totaux. Donc on l'a utilisée celle-ci en labo pour faire des comparatifs avec les kits labo que HAC propose. Donc elle est potentiellement utilisable. Après voilà, c'est toujours la difficulté, c'est de pas stripper l'H2S, quoi. Une fois qu'on a fait l'échantillon, de l'amener jusqu'à notre sonde, on a quand même un risque de perte en ligne, quoi. Donc il faut bien couvrir, il faut pas faire de trop. Après il y a aussi des solutions labo, sans passer par la sonde. On a aussi des kits laboratoires pour faire de la mesure des sulfures. Donc c'est une possibilité aussi. S'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas à passer pour vos petits papiers pour les gourdes. Merci à vous.